Aujourd'hui, on va parler de racisme, mais pas le racisme violent, haineux, insultant. On va parler d'une forme de racisme qui se pense bienveillant et qu'on entend beaucoup dans la bouche des politiciens français. Le meilleur exemple, c'est d'écouter François Bayrou. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. C'est très intense, mais calmons-nous. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de détruire Bayrou. Au contraire, j'ai trouvé ses discours très intéressants car ils sont des exemples parfaits de ce racisme bienveillant qui existe en France. Mais pour le comprendre, il faut analyser chaque phrase. Bienvenue sur Histoire Crépue, ici on parle d'histoire coloniale et de racisme sans tabou. Si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur histoirecrépue.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à tous nos réseaux sociaux, et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec mon analyse. Je suis curieux d'avoir vos avis. Attention, cette vidéo est un peu technique parce qu'on va naviguer entre trois discours de Bayrou qui se ressemblent. Alors pour éviter de vous perdre, on les a numérotés. Le discours numéro 1 a eu lieu le 14 janvier 2025 à l'Assemblée nationale. C'était le premier discours officiel de Bayrou en tant que Premier ministre. C'est là qu'il commence à expliquer sa politique migratoire. Le discours numéro 2 a eu lieu le 27 janvier 2025 sur LCI dans une grande interview avec Darius Rochemin. C'est là qu'il dit le mot submersion. Et le discours numéro 3, celui sur lequel on va passer le plus de temps, a eu lieu le 19 février 2025, encore à l'Assemblée nationale, pour se justifier du mot submersion. On a mis des petits chiffres à chaque fois pour vous repérer. Allez, c'est parti. Le 19 février 2025, François Bayrou, Premier ministre, fait un discours pour répondre à une motion de censure déposée par le Parti socialiste. Alors il vient d'humilier les députés PS qui ont décidé de quitter la salle. Il jubile, mais il n'a pas fini. Il doit maintenant se défendre car le PS l'accuse d'avoir utilisé un mot. Vous vous êtes saisi avec la même grandiloquence de ceux que j'ai employé le mot submersion dans une émission de télévision. Une émission diffusée sur LCI le 27 janvier 2025, donc 24 jours avant. Bayrou répondait aux questions du journaliste de droite Darius Rochemin, et c'est là qu'il a dit submersion. Je n'ai pas employé jamais le mot de submersion migratoire. Oula, un peu technique. C'est vrai qu'il n'a pas dit submersion migratoire, mais il a parlé de submersion pendant la séquence dédiée à l'immigration. D'ailleurs, c'est écrit ici, sur le bandeau. Bref, quelle était la question qui a fait vaciller Bayrou? Et il a dit ceci: je suis allé voir les photos de votre enfance au lycée de Naï, dans les Pyrénées-Atlantiques, au pied des Pyrénées, et j'ai remarqué, dit-il, quelque chose. J'avoue qu'à cet instant, mon esprit battait un peu la campagne en repensant à ces photos auxquelles nous sommes tous attachés, auxquelles sont attachés tant de souvenirs et de tendresse. J'ai remarqué, dit-il, que dans votre classe, vous étiez tous blancs. Effectivement, ça ressemble à une question piège. Mais n'allons pas trop vite. On va écouter l'original. Ils étaient dans la séquence sur l'immigration, et avant d'arriver à cette fameuse question sur la classe de blancs, Darius essayait déjà de faire parler Bayrou sur la submersion. Il lui avait dit: vous avez une formule qui a beaucoup frappé les esprits. Vous parlez d'un village pyrénéen et vous dites « l'installation étrangère d'une famille étrangère dans un village des Pyrénées suscite un mouvement de générosité ». Effectivement, le 14 janvier 2025, donc plus d'un mois avant, voilà ce que disait déjà Bayrou de manière tout à fait consciente dans son premier grand discours en tant que Premier ministre. La conviction profonde, c'est que cette immigration qui se développe aujourd'hui sous toutes les latitudes de la planète est d'abord une question de proportion. L'installation d'une famille étrangère dans un village pyrénéen ou cévenol, c'est un mouvement de générosité qui est suscité et qui se déploie. Des enfants fêtés et entourés à l'école, des parents qui reçoivent tous les signes de l'entraide. Mais que 30 familles s'installent et le village se sent menacé et des vagues de rejet se déploient. La situation est exactement celle que nous connaissons à Mayotte. Pause.
Là, on voit bien que dès son premier discours, François Bayrou assume le fait de parler de proportion d'immigrés. Et c'est pour ça que Darius le relance sur ce sujet. Mais ce qui est fou, c'est qu'il utilise l'exemple de Mayotte avec le sourire complice de Bruno Retailleau. Regardez. La situation est exactement celle que nous connaissons à Mayotte. À Mayotte, la présence des illégaux en nombre dans des bidonvilles, au nombre de 80 000 sur 300 000, c'est exactement comme s'il y avait à Paris, intramuros, 500 000 illégaux en bidonville. Nos compatriotes de Mayotte ne le supportent pas. Il se sert de Mayotte comme un exemple pour dire qu'il est possible de lutter contre l'immigration sans être raciste. Vous voyez le truc? En gros, à Mayotte, il y a des Noirs musulmans qui rejettent d'autres Noirs musulmans du même archipel. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire de Mayotte, vous pouvez croire que le problème de l'immigration, il est universel et qu'il n'a rien à voir avec le racisme, la preuve à Mayotte. Sauf que la réalité est plus complexe puisque Mayotte est une colonie rebaptisée Outre-mer qui fait partie de l'archipel des Comores, une ancienne colonie française dans laquelle la France a organisé plus de 3 coups d'État et qui reste complètement intégrée à la France-Afrique, ce qui explique ce problème migratoire. On ne peut pas comparer le problème de l'immigration à Mayotte avec le problème de l'immigration en France. La France, c'est différent, c'est bien une ancienne métropole coloniale qui se sert de la question de l'immigration pour discriminer racialement ses anciens colonisés. Si c'est pas clair, je prépare une grosse vidéo sur l'histoire coloniale de Mayotte. Vous allez mieux comprendre, c'est hyper intéressant et ça sortira dimanche prochain sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur histoirecrépue.fr. Bref, on revient sur LCI avec Darius Rochemin. Ce seuil d'intégration que vous décrivez pour un village des Pyrénées, est-ce qu'il est atteint selon vous pour la France entière ? En tout cas, je pense que c'est la question fondamentale. Je sais bien que on ne la regarde pas en face ou on n'ose pas la regarder en face. Je pense que l'attitude par rapport aux migrants, elle n'est pas la même selon que vous avez 20% ou 30%, c'est le cas à Mayotte, de la population, ou bien que vous avez une proportion faible. Vous voyez la mécanique se mettre en place. C'est la même que pendant son premier discours. D'abord, il valide l'idée qu'il y a une proportion d'immigrés à ne pas dépasser, et ensuite il se sert de Mayotte pour dire que c'est une règle universelle qui n'est pas liée au racisme. C'est exactement le discours de Retailleau, qui est lui-même une adaptation des vieux discours de Le Pen. Et c'est dans cette discussion qu'arrive notre fameuse question. Dans une précédente émission, on prenait une photo de votre classe, je crois, à Naï. Voilà. Et vous êtes là, tous les gamins, vous êtes jeunes gamins, il n'y a que des blancs. Il n'y a rien d'anormal à ça. Pendant l'enfance de Bayrou, dans les années 50 et 60, la France était toujours un empire colonial avec une ségrégation raciale. Donc il y avait très peu de colonisés qui pouvaient arriver sur le territoire dans l'école de Bayrou. C'est factuel, ce n'est pas bien, ce n'est pas mal, sauf que Darius oriente le truc à droite, voire à l'extrême droite. Et oui, pourquoi pas? C'est vrai qu'on remarque cela. Une foule française aujourd'hui est différente d'une foule de votre enfance. Il y a des Français qui trouvent ça, qui sont gênés de ça pour des raisons culturelles, civilisationnelles. Ils se disent que quelque chose de la culture d'avant est en train de passer. D'autres qui s'en réjouissent, qui disent mais c'est le grand mouvement du monde. Comment définissez-vous ça? Est-ce qu'il y a une logique souhaitable selon vous ou pas souhaitable que la France soit métissée? C'est une très mauvaise question. Car le métissage n'est pas un programme politique, c'est la conséquence d'une histoire coloniale. S'il y a tant de personnes non blanches aujourd'hui en France, c'est parce qu'à la fin de la colonisation, il y a des anciens colonisés qui sont venus vivre dans l'ancienne métropole. Et c'est le cas dans toutes les anciennes métropoles coloniales. C'est pour ça qu'il y a plus de diversité à Londres et à Paris qu'à Bucarest, par exemple. Ici, Darius demande à Bayrou si le métissage c'est bien ou mal. C'est une question qu'il faut vite désamorcer. Mais voyons comment Bayrou se sort de ce piège. Je n'aime pas ceux qui défendent, je n'aime pas que l'on défende cela comme un principe. Je ne crois pas que ce soit mieux d'être métissé que de ne pas l'être. Bien joué. Encore une fois, le métissage dont on parle ici, c'est la conséquence d'une rencontre violente entre des peuples durant la colonisation. Ce n'est pas un objectif politique en soi. Il y a des sociétés très métissées, comme le Brésil par exemple, qui pourtant sont l'un des endroits avec le plus de racisme et de ségrégation. Je vous recommande le livre Derrière le mythe métis et aussi le livre
famille mixte, tension entre couleur de peau et amour, si le sujet du métissage vous intéresse. Mais Bayrou ne s'arrête pas là. Il dérape. Que dis-je? Il drift. Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'il ne dépasse pas une proportion. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. Il sent bien qu'il est hors piste et il sort à nouveau son joker. Rappelez-vous, c'est toujours la même mécanique. Je reprends l'exemple de Mayotte, il est très intéressant et je pourrais le prendre dans d'autres territoires d'outre-mer. Mayotte, ça n'est pas des rejets, ce sont des rejets qui deviennent violents et avec des teintes d'exclusion et de racisme, alors que ce sont les mêmes cultures, même religion, même langue et même famille. Simplement, les apports des îles voisines sont ressentis comme une agression. C'est extrêmement malhonnête car l'hostilité et la crise migratoire qui existent entre Mayotte et les Comores, c'est le résultat de la colonisation française. C'est la France qui a attisé et soutenu cette violence pour garder le contrôle de l'archipel. Ce n'est ni naturel, ni du racisme comme ce qui se passe quand un Parisien blanc ancien colon chasse un Algérien ancien colonisé. Encore une fois, allez voir ma vidéo sur Mayotte. Mais de toute façon, Darius, il est content, il a atteint son objectif, le plat est prêt, Bayrou est dans la sauce. Vous avez utilisé des mots très forts, donc je vous demande de préciser. Vous avez dit, on peut avoir un sentiment de submersion, et vous avez dit en France, on s'approche de ça. Vous pensez vraiment ça, qu'en France, on s'approche d'un sentiment de submersion? Vraiment tout pour l'audience. Bref, à partir de là, tous les journalistes vont se jeter sur Bayrou qui doit se défendre, et c'est pour ça qu'il revient faire son discours à l'Assemblée nationale face au Parti socialiste. Sauf qu'au lieu de s'expliquer sur la submersion, il détourne l'attention en se concentrant sur la question des enfants blancs. J'ai remarqué, dit-il, que dans votre classe, vous étiez tous blancs. Imaginez que dans un pays africain, au Sénégal ou au Congo, on ait interrogé un responsable politique en lui disant « J'ai regardé vos photos d'enfance et vous êtes tous noirs ». Non. Alors, conseil, ne faites jamais ça. On ne peut pas inverser les choses comme ça. Si on regarde les photos d'école des dirigeants africains actuels, il y aura sûrement des blancs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont souvent fait des écoles d'élite et qu'en Afrique, dans les écoles d'élite, il y a des blancs. Pourquoi ? Parce que l'Afrique a été colonisée par des blancs et que les systèmes scolaires africains sont souvent calqués et conçus pour imiter les systèmes scolaires de leur métropole coloniale. Donc on ne peut pas inverser les choses comme s'il y avait des situations universelles. Il faut être chaque fois attentif au contexte. En France, il y a des minorités noires et elles sont dominées, c'est pour ça qu'elles n'étaient pas dans la classe de François Bayrou. En Afrique, il y a des minorités blanches et elles sont dominantes. On les retrouve donc dans les classes d'élite, mais très peu dans les écoles publiques de milieu populaire. Donc non, stop à l'inversion. Et il embraye sur un autre basique du racisme bienveillant. Et j'étais saisi, je dois l'avouer, à la pensée que ces garçons et ces filles, que nous étions ensemble, je n'avais jamais pensé qu'ils étaient blancs. Ok, je suis d'accord avec cette phrase. À l'époque, en tant qu'enfant, ils ne voyaient pas les couleurs. Même moi, je suis noir, mais j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que vient faire cet argument ici ? Rappelez-vous, Bayrou est à l'Assemblée nationale où on l'accuse d'avoir parlé de submersion, ce qu'il a fait. Il cherche à nous faire croire qu'il a gardé son âme d'enfant et que l'adulte Bayrou aussi ne voit pas les couleurs, qu'il est colorblind. Ici, il utilise un des fameux privilèges blancs. On est dans une société blanche, construite sur le suprématisme blanc, dans laquelle il n'est jamais discriminé sur sa couleur de peau. Donc il a le luxe de pouvoir faire semblant de ne pas voir la couleur de peau des autres, et donc de ne pas voir vraiment les discriminations. En fait, être colorblind dans une société raciste, c'est faire l'autruche. Alors que les noirs, comme moi, on ne peut pas esquiver notre couleur.
La société, elle nous le rappelle à chaque seconde. Et c'est pour ça que certaines personnes utilisent le mot racisé. Si vous voulez comprendre, on a fait une vidéo sur le sujet. Retour à l'enfance de Bayrou. Nous étions quelques 600 élèves en effet, et dans tout le lycée, il y avait un Africain dont nous étions tous les garçons vaguement jaloux. Il place l'Africain dans une position de privilégié alors qu'il est en extrême minorité au sein d'une métropole coloniale raciste dans les années 50-60. Il n'y a pas de quoi être jaloux. Parce qu'il était toujours au coin de la cour du lycée sur le même banc avec une très jolie fille pleine de charme qui se reconnaîtra si elle écoute. Mais pourquoi avoir ajouté du sexisme dans cette sauce? La femme trophée, la virilité noire qui domine les masculinités blanches jalouses? Franchement, c'est trop sombre pour moi en fait. Faut qu'il lise Peau noire, masque blanc sur ces sujets-là. D'ailleurs, on prépare une grosse vidéo sur Frantz Fanon qui sortira à la fin du mois. Donc la question était, prolongée par le journaliste, vous étiez tous blancs, est-ce que vous pensez qu'il faut métisser la France? Et j'ai répondu deux choses. D'abord, que je ne regardais pas la couleur de la peau. Faux. Il réécrit l'histoire en jouant à nouveau la carte colorblind, alors qu'en réalité, il a dit précisément « Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. » On y est. Il va falloir enfin qu'il s'explique à l'Assemblée nationale. Mais là, accrochez-vous bien, cette cascade est réalisée par un professionnel pas professionnel. Parce que si nos compatriotes considèrent que la couleur de la peau doit inexorablement changer, qu'ils le veuillent ou non, si c'est une fatalité qu'on leur commande de subir, même contre leur gré, alors ils auront le sentiment de perdre le contrôle, et c'est ce que j'ai appelé submersion. Et je répète que je n'ai jamais dit migratoire. Ouais, il nous a perdus ici. En fait, il explique que lui n'a pas de sentiment bizarre, mais qu'il a peur que si certains de ses compatriotes considèrent que la couleur de la peau doit inexorablement changer, qu'ils le veuillent ou non, alors ils auront le sentiment de perdre le contrôle. En gros, il se désolidarise de son tonton raciste, mais il veut bien quand même écouter ce tonton qui a le sentiment de perdre le contrôle à cause de la couleur de... Wait a minute. Et c'est ce que j'ai appelé submersion. Et je répète que je n'ai jamais dit migratoire. Est-ce que Bayrou parle de submersion raciale? Franchement, j'ai réécouté tout son discours, mais je ne vois pas de quelle autre submersion il pourrait parler. Sauf que non. Lui, il n'est pas raciste, rappelez-vous, il est simplement attentif au racisme de ses compatriotes. Et si vous ne vous rendez pas compte de cela, pas compte que les choses qui viennent du fond des âges, même si vous direz qu'elles sont archaïques, font partie de la nature humaine. Bayrou reprend l'idée que le racisme vient du fond des âges, comme une pulsion archaïque propre à l'humanité. Sauf que si le racisme est naturel, ça veut dire qu'on ne peut pas l'éradiquer. L'antiracisme est donc impossible. Personnellement, je crois que c'est faux. Le racisme n'est ni universel ni naturel, c'est une forme de xénophobie qui est apparue très récemment pour accompagner la colonisation européenne. On a déjà raconté l'histoire du racisme dans une série de 2 vidéos, si ça vous intéresse. Bref, là où Bayrou est très fort, c'est qu'il ne dit pas le mot racisme. Donc peut-être qu'il parle d'autre chose et que c'est moi qui surinterprète. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il ne définit presque jamais ce dont il parle, alors que son texte est très écrit. Habile pour taper sur ses adversaires. À force de nier l'archaïque, alors vous ouvrez la voie à tous les Trump, à tous les Vance, à tous les Musk de la création, spécialement à tous les suprémacistes et à tous les racistes. Donc il explique au Parti socialiste qu'il faut écouter les revendications des racistes si on veut éviter que les racistes arrivent au pouvoir comme aux États-Unis. Spécialement dans les milieux, comme vous dites, populaires. Ceux qui vivent dans les difficultés sociales et culturelles, et qui se croient dépossédés de leur destin. Vous les transformez, malgré eux. Vous les transformez, malgré eux, en chair à canon de la mondialisation. Vous touchez non pas à ce qu'ils ont, mais à ce qu'ils sont.
ou croit être. On se rappelle qu'il parle aux socialistes. Il les accuse de faire du mépris de classe tout en faisant lui-même du mépris de classe. Un riche qui accuse un autre riche de faire du mépris de classe, c'est celui qui dit qui est, nananère. Et surtout, il explique que la mondialisation s'attaque à l'identité des Français. Mais la mondialisation, en fait, c'est juste le résultat de la colonisation. Donc s'il veut travailler sur le sujet, il va falloir qu'il en parle. Sauf que non, c'est plus facile d'entraîner les socialistes dans sa chute avec lui. Mais il y a pire. C'est vous qui avez déposé la motion de censure. Les mêmes qui osent déclarer que nous faisons la politique de l'extrême droite. Les hypocrites. Là, je suis d'accord. Le PS et l'ensemble des partis français sont hypocrites sur leur traitement du racisme. Ils utilisent le concept, le mot, pour s'insulter, se décrédibiliser mutuellement, mais ils ne cherchent pas à lutter contre. Les hypocritissimes. Quand François Mitterrand disait « le seuil de tolérance est atteint », ce qui est une phrase qui touche à une conception organique de la société. Ça, c'était le 10 décembre 1989 à la télévision. Le seuil de tolérance, il a été atteint dès les années 1970, puisque le nombre n'a pas augmenté. Contexte, Mitterrand répond aux questions de 4 journalistes. C'est le moment immigration, et Christine Ockrent lui demande s'il retient la notion de seuil de tolérance utilisée par le Front National à l'époque. Il refuse de se prononcer sur le caractère moral de l'expression et il se concentre sur les chiffres de carte de séjour. Si un seuil de tolérance existait, alors il a déjà été atteint dans les années 70, où plus de 4 millions de cartes de séjour ont été délivrées. Et pourtant, la France fonctionne, donc selon Mitterrand, il n'y a pas lieu de s'alarmer du niveau d'immigration dans le pays. Donc on voit ici que Bayrou a réutilisé une phrase de Mitterrand sortie de son contexte. Mais ça ne veut pas dire que Mitterrand est un antiraciste. J'ai pas dit ça. Il a été responsable de la répression pendant la guerre d'Algérie, il a travaillé au maintien de la France-Afrique. Lisez le livre L'Afrique d'abord qui retrace bien le colonialisme de Mitterrand. Bref, retour à Bayrou, il n'a pas fini de taper sur le PS. Mais il y a pire dans l'hypocrisie. Et je regrette que M. Faure soit parti. Peut-être parce qu'il imaginait ce que j'allais dire. Non, mais on dirait un enfant, vraiment. Monsieur Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, que dit-il le 25 octobre 2018 ? Ok, alors contexte. Il va citer une interview sur France Inter en 2018 où Olivier Faure répondait à la question d'un auditeur vraiment... Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, c'est simple, je suis d'accord avec 95% du programme. Mais les 5% qui sont rédhibitoires, c'est la politique d'immigration. Quand j'entends ça, je me dis que soit les gens d'extrême droite n'ont tellement pas de fierté qu'ils préfèrent se prétendre de gauche, soit la gauche a tellement fait le travail sur le racisme qu'elle ne s'est pas rendu compte que ses électeurs étaient racistes. Mais on écoute. Moi, j'ai vécu à Bielbel pendant 20 ans et j'ai vécu la discrimination anti-blanche. Et vraiment, je l'ai vécu. Et il y a un déni de réalité par rapport à ça. On ne voulait pas me donner d'appartement à certains endroits pour en donner à d'autres, pour faire un mélange ethnique. Et je trouvais ça totalement injuste. C'est incroyable! Il n'a pas parlé d'une agression ou d'une insulte, mais d'une discrimination au logement. Le gars est technique. Il parle d'une forme de racisme structurel. Sauf que ça ne marche pas ici. Les discriminations raciales au logement, dans le contexte français, c'est quand une personne blanche ou une structure publique ou privée dirigée principalement par des blancs va refuser un logement à une personne non blanche à cause de préjugés liés à sa couleur de peau ou à son origine. Dans le cas de Eric, le gars est blanc, comme les propriétaires du logement. Donc si le discriminant et le discriminé sont de la même couleur de peau et qu'ils sont aussi, avec cette couleur de peau, en position de domination dans toute la société, c'est pas du racisme anti-blanc. PS, mec, tu voulais vraiment choper une place HLM aux luttes dans une tour pourrie avec un ascenseur pourri? Franchement, si on s'est retrouvé dans ces logements, c'est pas volontairement. C'est pas parce qu'on a voulu faire des groupes. C'est parce que les décisionnaires blancs ont créé des ghettos. Et donc, si ça te pose problème, tu peux rejoindre les luttes antiracistes. Arrête de te faire passer pour une victime. Mais Olivier Faure n'est pas aussi radical que moi. Est-ce qu'il y a parfois du racisme anti-blanc dans certains quartiers? Il existe aujourd'hui des endroits où le fait de ne pas être issu de l'immigration peut poser problème à des gens qui vivent dans ces quartiers et qui peuvent se sentir exclus. Il y a des endroits où il y a des regroupements qui se sont faits génération après génération et qui donnent le sentiment
qu'on est dans une forme de colonisation à l'envers, ce que m'a dit un jour une de mes concitoyennes qui me disait, après avoir voté longtemps pour la gauche, qu'elle ne voulait plus voter pour nous parce qu'elle avait le sentiment d'être colonisée. Donc ce message-là, je l'entends. Il autorise la parole raciste. C'est comme si on te dit la Terre est plate, en tant que responsable politique, tu réponds « je l'entends ». Mais j'avoue, il essaye de nuancer. En même temps, la difficulté, elle ne tient pas aux étrangers ou à ceux qui sont depuis de longues années français en réalité. Elle tient à la politique du logement, elle tient à la façon dont ont été conçus l'ensemble des politiques et où on a créé des ghettos, véritablement des ghettos avec des quartiers qui sont devenus effectivement des endroits où la mixité ethnique n'existe plus. Donc c'est cette question-là qu'il faut reprendre. Et c'est donc de cette séquence que Bayrou Vengeur parle à l'Assemblée nationale. C'est M. Faure qui parle, parce qu'elle avait le sentiment d'être colonisée. Et il ajoute, ce message-là, je l'entends. Colonisation à l'envers, ce message-là, M. Faure l'entend. Donc Bayrou sait que c'est un problème. Il sait que l'idée d'une colonisation à l'envers, c'est le fondement du livre Le Grand Remplacement, écrit par Renaud Camus, le gars qui dit que la France est colonisée par ses anciennes colonies, et que donc les Français ont le droit de résister à l'envahisseur, et donc être racistes et violents. Mais est-ce que M. Faure sait que colonisation à l'envers, c'est bien plus grave que seuil de tolérance, ou que sentiment de submersion, qui n'est que le constat d'une situation subie. Et voilà, la guerre du pire, tout ça pour faire oublier qu'il a parlé de submersion. Colonisation à l'envers, c'est autre chose. C'est un projet politique, un dessein politique, une volonté de conquérir et de soumettre. Waouh! Mais en fait, Bayrou sait de quoi il parle. Peut-être qu'il a regardé notre vidéo qui explique précisément la différence entre colonisation et immigration. Vous la retrouverez sur notre page YouTube. Bref. Alors parlons un peu d'immigration, puisque c'est le sujet. Enfin, il a fini de se justifier, alors qu'est-ce qu'il propose? L'immigration, c'est d'abord la misère du monde. Mauvais départ, ça lance l'idée qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et pour déconstruire cette idée, allez lire le livre de Pierre Thévagnan et Jean-Charles Stevens, publié chez Anamosa. Nous le savons bien, nous, qui fûmes pays d'émigration. Drôle de choix de mots. La majorité des Français émigrés ont été des colons. Alors, pourquoi ne pas dire le terme? Pourquoi s'en allaient-ils? Pourquoi partaient-ils nos arrière-grands-parents basques, béarnais, bretons? Parce que c'était la misère. Ils allaient vers une vie qu'ils croyaient beaucoup plus facile. Et beaucoup y mouraient. Je parle de ma propre famille. Là, vous voyez la puissance de la stratégie du vide de Bayrou. Encore une fois, il n'a pas dit de quoi il parle. Il décrit la misère, les déplacements, il met de l'affect familial, mais de quoi il parle? Sa famille vient du Béarn, il parle de l'exode rural, il parle du voyage en Suisse, il parle du Club Med, de la colonisation. On ne sait pas. L'immigration, c'est une partie de notre France. 25% des Français, dit-on, descendent d'un parent immigré de la première, deuxième ou troisième génération. J'ai mis toutes les statistiques en description de cette vidéo, et regardez ce qui va suivre, parce qu'il va parler des différentes vagues d'immigration dans un ordre très particulier. Immigration européenne, espagnole, portugaise, italienne, polonaise, russe, iranienne, chassée par la guerre, chassée par la misère. Il a commencé par les Blancs. Immigration d'autres continents, très bien intégrée pour la plupart. Indochinoise, vietnamienne, cambodgienne, laotienne, d'Amérique du Sud, chilienne, brésilienne, argentine, chassée par la guerre, chassée par la misère. Il vient de mélanger les Asiatiques avec les Latinos, pourtant ces immigrations n'ont rien à voir. Les Vietnamiens viennent des anciennes colonies, alors que ceux d'Amérique du Sud ont d'autres parcours. Il rassemble les minorités modèles, d'ailleurs je vous recommande le taf de Lin Lan Dao pour déconstruire tout ça. On continue son ordre bizarre. Immigration d'Afrique du Nord après la présence française en Algérie, les liens si forts avec le Maroc et la Tunisie, des liens, faut-il le rappeler, que nous avons voulu. Il a réussi à dire présence française au lieu de colonisation en Algérie. Et il parle de liens forts au lieu de parler des protectorats imposés par la France au Maroc et en Tunisie. Je sais pas si vous voyez, il est là le problème. Tant qu'on n'affronte pas ces mots, ces histoires, on ne pourra pas lutter contre le racisme en France. Mais attends. Bayrou veut faire
un spécial big up, spécial dédicace. Des familles entières qui avaient cru à la parole de la France durant la tragédie de la guerre d'Algérie. Et je veux, à cette tribune, évoquer nos compatriotes harkis, à l'égard de qui notre dette ne s'éteindra pas. Il a réussi à ne pas parler de colonisation et quand même mentionner les harkis alors qu'ils ont été abandonnés par la France, comme les pieds noirs d'ailleurs. Et pour finir, tu sais, à la fin, tu vois la fin, en bas, tu sais, les derniers. Immigration africaine enfin, causée par le dénuement et la recherche d'un destin différent. La fameuse misère du monde qu'on ne peut pas accueillir, mais... Favorisée par un lien indissoluble, la langue, la culture, la langue française, les études en France, le travail en France, que nos dirigeants de l'époque économique et politique ont tous souhaité. Alors attention à la francophonie, c'est un des plus grands atouts de la France-Afrique, encore aujourd'hui. D'ailleurs, Mélenchon aussi fait souvent cette erreur, comme tout le reste du spectre politique français. Tout le monde vante la francophonie à l'étranger, et en même temps, on accuse les Noirs de ne pas parler assez bien français en France. Est-ce que ceux-là sont des compatriotes pleins et entiers? Ils le sont. Est-ce qu'ils ont contribué au rayonnement de la France? Magnifiquement. Ça a l'air cool, mais c'est juste de la propagande coloniale. Rappelez-vous bien, à l'époque coloniale, il y avait déjà des millions de Noirs, d'Asiatiques, de musulmans avec la nationalité française. Il y en avait beaucoup, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et le racisme colonial les a toujours félicités de permettre le rayonnement de la France. C'est ça, le racisme bienveillant. Car nous ne sommes pas un pays qui se fait sur une nation par l'origine ethnique, géographique, par la couleur de la peau. Très beau, mais très vide. C'est une déclaration de principe qui a été étudiée en détail dans le livre « Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race ». Depuis des siècles, la France se présente comme antiraciste, alors même qu'elle est capable d'utiliser ses colonisés vraiment comme des tokens. Et nos compatriotes des Antilles sont là pour la plupart pour l'attester. Descendants d'esclaves africains, nos compatriotes à La Réunion sont en nombre descendants de familles indiennes. Nos compatriotes en Nouvelle-Calédonie sont pour une part importante descendants des peuples autochtones austronésiens. Ils sont aussi d'origine polynésienne et wallisienne. Chez nous, la nation ne se fait pas par l'origine, elle ne se fait pas par la religion, elle se fait par un ciment. Du coup, on attend des mesures sur le chlordécone, la vie chère, l'indépendance de la Kanaki, tout ça, tout ça, tout ça. Ce que nous sommes, c'est ce que nous croyons. Nous croyons que les hommes, les êtres humains, femmes et hommes sont libres. Nous croyons qu'elles et ils sont égaux. Nous croyons qu'ils doivent être fraternels. Et la fraternité, à mes yeux, dans le triptyque républicain, c'est la clé de voûte. Car certains peuvent prétendre que c'est plus important d'être libre que d'être égaux, d'autres que d'être égaux sans être libres, On connaît beaucoup de régimes qui se sont construits sur ces modèles, mais on ne peut pas être fraternel si l'autre n'est pas libre. On ne peut pas être fraternel si l'on n'est pas égaux. Bon, stylé, mais il n'a pas répondu à la question de départ. S'il ne parlait pas de submersion migratoire, alors il parlait de quoi? Est-ce que vous avez compris? Dites-moi dans les commentaires, parce que franchement, j'en peux plus d'analyser ce genre de discours. Ça m'a pris du temps, mais je pense que ça en valait la peine, car on voit bien que Bayrou n'est pas le seul à valider les notions de seuil de tolérance, de submersion, de contre-colonisation. Chaque camp, même à gauche, s'accuse sur les mots, mais dans le fond, ils ont tous repris les idées de l'extrême droite et ils ne cherchent toujours pas à affronter le passé colonial ni le racisme. Bayrou nous a donné un exemple parfait du racisme colorblind, bienveillant et moral de la République française. Et est-ce que vous aviez déjà entendu le discours complet? C'était quoi votre avis sur la question avant d'avoir vu cette vidéo? Est-ce que vous avez changé d'avis sur certains points ou pas du tout? Dites-moi tout dans les commentaires. Et je finis par un dernier rappel, nous sommes un média antiraciste indépendant, donc si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur le site histoirecrépue.fr et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!